suis instrument. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie est estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant. Bienvenue à cette seconde émission Mes Cultures. À la fin de cette émission qui va durer environ 40 minutes, je vous donnerai les quelques rendez-vous de l'après-midi. Pour l'instant, on rejoint tout de suite Célia Abaté. Bonjour Célia. Donc on fait un petit tour de présentation très rapide. On est en présence également de Mélanie Mariana Yagam. Donc merci Mélanie de vous être rendue disponible pour évoquer avec nous Mes Cultures. Et puis Amal Labadi qui est vice-présidente de l'association Tissé Métis et qui va faire un petit mot d'introduction sur voilà, depuis quand on fait des actions jeunes rapidement et puis là où on en est aujourd'hui pour cause des annulations précédentes. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'histoire de Tissé Métis et la jeunesse nantaise date pas d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis en fait de continuer ce chemin qui a été initié dès le début de Tissé Métis. Et c'est vrai que la jeunesse, c'est effectivement une thématique qui nous est très chère. Nous avions du coup souhaité, cette année qui vient de passer avec cet épisode Covid, travailler sur cette thématique Mes Cultures. Et effectivement, le forum que nous devions avoir au mois de juin n'a pas pu avoir lieu, évidemment. Donc aujourd'hui, on se rattrape et on se rattrape vraiment bien, puisque comme vous avez pu le voir pour ceux qui nous ont suivis ce matin, nous avions un plateau avec des artistes émergents qui sont justement la représentation parfaite de cette jeunesse qui a envie de parler, qui a envie de dire qu'effectivement ils sont là, ils comptent. Et cet après-midi, nous avons la chance de recevoir effectivement Célia et Mélanie qui vont eux aussi nous parler de cette thématique qui est Mes Cultures. Qu'est-ce que c'est que Mes Cultures ? Comment je suis constituée ? Est-ce qu'il y a une culture commune à la jeunesse ou il y en a plusieurs ? Telle est la question. Donc, nous sommes vraiment, vraiment heureux de vous avoir toutes les deux sur ce plateau cet après-midi. Et je voudrais juste en finir avec un petit mot, c'est que on remercie effectivement cette jeunesse nantaise. On remercie aussi la ville de Nantes de pouvoir aussi nous accompagner depuis de nombreuses années à faire valoir la parole de cette jeunesse-là. Donc voilà, on est là pour un petit temps ensemble et on espère que vous allez passer effectivement un bon moment où vous allez découvrir qui sont ces deux jeunes femmes formidables qui sont à nos côtés. Elles vont nous raconter c'est quoi les cultures, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que vos cultures ? Alors peut-être pour compléter Amal, si on peut se permettre, on a cité la ville de Nantes, il faut citer également le conseil départemental de Loire-Atlantique qui finance aussi cette action. Et puis petite précision, tu l'as tout à fait dit et bien dit, on devait réaliser un forum jeune Mes Cultures en juin, il a été reporté en septembre. Puis en décembre, nous souhaitions faire bien sûr notre festival et intégrer ce forum Mes Cultures au festival. Et malheureusement, les conditions sanitaires nous en ont empêché. Alors effectivement, bienvenue à Mélanie Mariana Yagam qui va nous raconter un peu son parcours personnel, notamment avec une connexion paternelle, on va dire, avec le Sri Lanka, et puis avec Célia Abaté dans un second temps. Alors après, on va jouer aux questions-réponses aussi. Alors, vous êtes notre cadette aujourd'hui, puisqu'on est sur un temps de forum jeune, un temps d'une journée à valoriser les travaux et les engagements des jeunes gens. On est sur une tranche commune 18-22 ans, mais vous avez 30 ans. Vous faites partie, vous savez, il y a plusieurs années, ça avait été revendiqué d'ailleurs par une association locale qui s'appelle l'Atelier des Initiatives, qui avait construit leur projet sur une jeunesse qui se prolongeait jusqu'à 32 ans. Donc, on est dans les clous. Ouf. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on est ravis, Mélanie, bien sûr, de vous accueillir. Alors, Mes Cultures, c'est quoi pour vous, Mes Cultures ?
Alors, merci pour l'invitation. Alors, mes cultures. Alors, moi, donc, je suis née d'un père donc, qui est réfugié sri-lankais et d'une maman qui est bretonne. Moi, j'ai un peu tendance à penser que, à part ma couleur de peau, rien ne sonne vraiment sri-lankais chez moi. Et pourtant, c'est la case dans laquelle on me met, puisque la couleur de peau est vraiment un marqueur vraiment identifiant. Je ne parle pas la langue de mon père. Et du coup, je me suis un peu toujours construite dans cette culture française. Et en même temps, dernièrement, j'ai quand même été rechercher qu'est-ce qui résonnait de Sri Lankais en moi. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a nos pratiques, mais il y a aussi nos valeurs. Et en me rendant compte, en fait, que mon père ne nous a pas beaucoup raconté son histoire d'immigration. En revanche, il a en lui, je pense, encore une vraie colère par rapport aux injustices qu'il a vécues dans son pays. Et je pense que ça nous a été transmis, malgré lui, même dans ce qu'il est. Et je me reconnais, en fait, aujourd'hui dans beaucoup de combats militants. Et je pense que ce n'est pas complètement anodin, en fait. Donc, la colère de votre père, peut-être pour préciser pour nos auditeurs, c'est effectivement les répressions qui ont été menées, notamment à l'encontre des Tamouls, au Sri Lanka, qui est une histoire aussi assez complexe, interculturelle, qui n'est pas... Voilà. Et voilà, c'était juste une précision par rapport à cela. Oui, c'est... donc il y a 2 ethnies au Sri Lanka, donc lui, il est issu de la minorité tamoule, et effectivement, c'est une minorité qui s'est vue opprimée et par le gouvernement, je pense, et aussi par des discriminations du peuple, en fait. Donc c'est des choses qui portent en eux, et c'est une colère que je vois encore vive dans beaucoup d'immigrés que je rencontre. Et voilà, donc je me suis aussi reconnue là-dedans, et aussi finalement en discutant avec d'autres enfants d'immigrés sri-lankais comme moi, dans des références communes qu'on a, et finalement des petites choses dont on va rigoler de la culture sri-lankaise, parce que on va nous forcer on va toujours faire attention à qu'on mange une 2e assiette après notre repas, où on va amener les petits de la famille à montrer devant tous les invités à table comment ils parlent bien, ou ils dansent bien, ou tous leurs exploits, en fait. Et c'est des choses comme ça dont on va pouvoir rigoler. Et je me dis, en fait, ça, c'est là où je me sentais finalement complètement extérieure à cette culture. En fait, je m'y retrouve, et j'ai en même temps de la distance et en même temps de l'affection, quoi. Comme lorsqu'on taquine un peu un être cher, finalement, et que, voilà, en fait, on peut en rire parce qu'on est étranger, on a grandi en France, et en même temps, on en est complètement imprégné. Alors vos influences culturelles, on l'a compris, du coup, il y a le Sri Lanka, bien sûr. Il y a d'autres cultures qui vous ont nourri, alors au sens très large du terme, bien sûr. On a beaucoup parlé de la langue française ce matin sur le premier plateau. Est-ce que il y a un lien aussi spécifique avec la France ? Je pense que... Ouais, alors en quoi je suis française, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'après, les cultures, c'est aussi les cultures de groupes, d'appartenance. Enfin, je pense que assez vite, j'ai par exemple fait du bénévolat dans des associations. Ça crée une culture, ça, quand on est dans certains groupes associatifs ou militants. Quand aujourd'hui, moi, je travaille dans l'éducation populaire. J'ai l'impression aussi que ça devient une culture, en fait, parce qu'il y a des codes, il y a des manières de penser, et en plus, il y a aussi quelque chose qui est propre aux générations. On ne fait pas de l'éducation populaire aujourd'hui, comme on en faisait il y a 30 ans. Et donc tout ça, je pense que ça me façonne aussi. Et je vais me reconnaître aussi dans cette jeunesse qui essaye de décloisonner les oppressions économiques, les oppressions raciales, les oppressions de genre. Là où avant, je pense que c'était soit l'un, soit l'autre.
et voilà, donc je me reconnais aussi dans comment dire, dans ces mouvements-là et dans ces cultures-là Au niveau de la scolarité, est-ce que, alors du coup je remonte un petit peu le temps, est-ce que vous avez été scolarisé dans quelle région, enfin nous en dire un petit peu plus, puis le lien avec les camarades, la construction éventuelle d'une culture commune aussi, qui est dans le monde scolaire, la musique que vous écoutiez, si... Ouais, alors j'ai été à l'école, dans une école rurale en plus, donc j'étais en plus la seule petite fille de couleur dans cette école-là. Et puis après, j'ai fait une scolarité dans des petits établissements. Je pense que oui, forcément, les groupes dans lesquels on se retrouve... Mais en fait, je ne sais pas si c'est tant par rapport à des goûts culturels que des fois aussi, je me suis rendu compte après coup que dans les différents établissements scolaires où j'ai été, que mes amis étaient finalement aussi assez issus des mêmes milieux sociaux en fait. Et que du coup, c'était... commun, c'est le milieu social. Que c'était... en fait, que c'était finalement peut-être ça d'abord qui nous ralliait plutôt que finalement... Alors, des goûts musicaux où on allait se retrouver, par exemple, mais on pouvait justement ne pas être du tout d'accord là-dessus et chacun avait... j'ai des goûts qui ne sont pas les mêmes que mes super amis, quoi. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, en tout cas. Alors là, on voit derrière, je ne sais pas si les caméras le proposent, on va y revenir tout à l'heure, sur justement le travail que vous avez développé en termes de recueil de paroles. Vous en parliez notamment par rapport à votre père, qui lui est exilé, et vous vouliez replonger un petit peu dans ces cultures, ou cette culture sri-lankaise, peut-être plus spécifiquement tamoul, vous nous direz tout à l'heure. Et on voit d'ailleurs les images, donc c'est un travail qui est en cours, donc là on voit à la fois le travail de dessin et d'écriture qui défile en tapisserie derrière nous. On va passer merci beaucoup Mélanie pour cette première intervention. On va revenir, on va se retrouver dans quelques instants. Célia Abaté, merci d'être présente parmi nous. Vous faites partie, Célia, déjà à 19 ans des figures militantes nantaises avec une entrée tout à fait spécifique, puisque c'est lié aux événements qui ont eu lieu autour de l'assassinat, de cet affreux événement d'ailleurs, de George Floyd. Et vous êtes pris en main un peu par rapport à ça, en disant non, c'est pas possible, on va pas laisser passer ça. On va en parler dans quelques instants. On en parlera d'ailleurs de façon très appuyée le 1er avril 2021 en partenariat avec la Maison de l'Afrique et Tissé Métis, puisque là il y aura carrément une table ronde autour de ces questions du Black Lives Matter et comment ça existe aux États-Unis, comment c'est transporté en Europe et plus spécifiquement en France et à Nantes. Donc on développera un petit aujourd'hui bien sûr, mais là on veut vous faire parler bien sûr de mes cultures. Alors c'est quoi vos cultures à vous, Célia Abaté? Alors déjà merci à vous de m'avoir invitée. C'est vraiment très important d'avoir une plateforme pour pouvoir s'exprimer parce que j'ai rarement l'occasion de voir des personnes qui me ressemblent et qui peuvent tenir les discours que je vais avoir aujourd'hui. Alors déjà, moi je suis née au Cameroun, de père et de mère camerounais. Et c'est vrai que je m'étais jamais identifiée comme particulièrement différente. J'ai grandi avec la culture camerounaise, du coup, la musique, la nourriture, cette convivialité aussi. On a vraiment la culture du partage et d'accueillir les autres. Et je suis arrivée en France en début d'école primaire. Et c'est vrai que ça a été assez difficile au début parce que c'est un choc, c'est complètement différent. Pas par rapport aux personnes parce que j'étais enfant et forcément je vais pas identifier l'autre par sa différence, mais plutôt on mange pas la même chose. L'école aussi, on fait pas l'école de la même façon. Les bâtiments, les coutumes, les voisins on les connaît pas forcément alors qu'au Cameroun on connaît tout le quartier.
Donc c'est vrai que ça a été assez violent au début, mais j'ai très vite épousé la culture française. Je suis tombée amoureuse de la gastronomie. Si vous n'avez pas encore compris, j'adore manger. et la musique aussi, la variété française, parce que j'ai toujours été passionnée de musique et c'est vrai que je me reconnaissais assez dedans. Et donc je suis venue en France pour rejoindre ma mère parce qu'elle avait épousé du coup un Français avec qui elle a eu mes 2 petits frères. Et du coup, j'ai baigné dans la culture française comme dans la culture camerounaise et je me suis construite avec ça. Après, en grandissant, j'ai eu du mal à trouver des représentations en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, on se cherche beaucoup. Et on arrive à une période où on est en mal d'identité et je pense que c'est très caractéristique aussi de notre génération parce qu'il y a beaucoup d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. Et en fait, avec le mouvement, en discutant avec les personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle difficulté en fait, à savoir ce qu'était être français et à la fois enfant d'immigrés ou immigrés. Et en fait, on voulait montrer que à travers la représentation, à travers la vision de figures qui nous ressemblent et qui réussissent, et en effaçant en fait les représentations limitantes, on pouvait en fait arriver à se construire que c'est pas trahir notre culture ou c'est pas comment dire, c'est pas entacher notre identité que d'être influencé par plusieurs milieux. Et en fait, en grandissant, on se rend compte que nos quartiers sont pleins en fait, sont pleins de ces femmes-là, sauf qu'elles n'ont pas justement la plateforme pour s'exprimer, et pas que les femmes d'ailleurs, les hommes aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça super important ce genre d'initiative parce que en fait ça donne l'occasion de voir que nos quartiers sont pleins de talents et qu'en fait il faudrait juste les soutenir et ça fait du bien à notre jeunesse. Justement de ces jeunes gens qui portent des choses, on l'a vu ce matin, on voit qu'il y a même carrément des carrières avancées, je pense à Soriba Dabo en particulier, qui est totalement invisible et qui est obligé lui-même de faire entre guillemets sa propre communication pour faire connaître son travail, etc. Est-ce qu'on peut parler d'invisibilité de ces artistes dans nos quartiers populaires ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas nécessairement les quartiers populaires, mais est-ce que vous avez un constat, vous, là-dessus, un regard en tout cas? Ouais, je pense qu'on peut en parler, et pas juste d'invisibilité, mais aussi d'invisibilisation, parce que c'est vrai que malheureusement, même si c'est pas forcément conscient, il y a dans la structure et dans les institutions françaises un biais racial en fait, et un biais social qui a tendance à favoriser certaines personnes et à faire que certaines personnes, par rapport à d'autres qui prennent l'ascenseur, à devoir prendre l'escalier, voilà. Et c'est vraiment super dommage parce que quand on regarde des personnes comme Omar Sy, qui a une carrière absolument extraordinaire et qui part de super loin, et on se dit qu'il y a sûrement plein de talents qui sont gâchés comme ça tous les jours dans la cité et qui sont catégorisés comme turbulents ou sans avenir et qui finalement, à cause de ces représentations limitantes, à force de voir à la télé le noir ou l'arabe ou l'asiatique qui est le délinquant de service, le dealer, tout ça, et se disent pas qu'ils pourraient faire autre chose et qu'ils peuvent même juste en fait sortir du quartier. C'est vrai qu'on s'est rendu compte avec le collectif du coup, parce qu'on travaille aussi avec Nantes en commun, qui pose la question de comment est-ce qu'on habite la ville quand on est issu de tel ou tel quartier, de tel ou tel milieu social ou culturel. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'habite pas du tout la même façon la ville de Nantes, qui certes est une grande ville, mais pas si grande que ça en fait, quand on est une femme noire des quartiers populaires. Il y a certains milieux où parfois on ne sait même pas que ça existe, ou alors juste on pense pas qu'on pourrait y aller parce qu'on se sent pas légitime en fait à y aller, et je trouve ça super dommage parce que dès que j'ai mis le pied dans le milieu associatif nantais, j'ai été transportée quoi. Par exemple, la première fois où je suis allée au festival Tissé Métis, j'avais été invitée par une asso, c'était pas du tout mon quartier en plus, c'était une asso de la Bautière qui offrait des places et pour venir au festival si jamais on était là pour prendre des photos par exemple ou écrire des articles, et j'ai trouvé ça super intéressant en fait
cette possibilité de participer à la culture gratuitement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent aussi assez limitant. C'était quelle association Je me souviens plus du tout du nom, mais je crois que c'était la maison de quartier de Souillarderie, mais je suis pas sûre. C'était à Souillarderie, ouais. Alors du coup, par rapport à ce que vous disiez, et alors vous, le regard rural, parce que là, on voit bien Célia insiste sur le milieu urbain, la ville de Nantes, etc. Cette invisibilisation, du coup, vous avez rajouté, voilà. Vous qui êtes peut-être plus issu, en tout cas dans l'enfance de milieu rural, j'imagine que les problématiques sont différentes. Est-ce que il y avait dans votre environnement proche, l'école, je dirais le canton presque, est-ce qu'il y avait d'autres jeunes comme ça qui avaient une histoire, un parcours de migration ou qui transportaient des cultures très différentes on va dire, de la culture française ou bretonne en l'occurrence? Je crois que vous étiez en Bretagne à cette époque. Est-ce qu'il y avait cette invisibilité? Alors, est-ce que ça existait déjà, enfin, des populations comme ça? Et quelle visibilité ou invisibilisation de ces gens? Donc j'ai pas tout à fait grandi en milieu rural. Hein. J'ai grandi en ville et j'ai mes premières années dans un quartier aussi. Mais par contre, j'étais en milieu rural à l'école parce que ma mère y travaillait. Je peux vous raconter une anecdote. Hein. Quand je vous disais, j'étais la seule enfant du coup dans l'école là primaire. En fait, une fois, il y avait eu ils avaient voulu célébrer le Nouvel An chinois. Et donc, c'était le repas chinois à la cantine. Et là, en fait, la dame de la cantine m'appelle et dit en fait, Mélanie, il faudrait que tu viennes nous montrer comment on mange avec des baguettes. Et en fait, sur le coup, c'est fou parce que c'est plusieurs années après que finalement je prends conscience de ce que ça veut dire. Parce que moi, je l'ai fait, en fait. Voilà, je me suis dit, peut-être qu'elle se sait que je vais au resto chinois de temps en temps. Et du coup, voilà, elle me demande à moi parce qu'elle... Et voilà, aujourd'hui, je sais que c'est pas du racisme frontal, c'est autre chose, c'est plein de non-connaissances, etc. Mais c'est pour prouver qu'effectivement, non seulement c'est invisible, mais en plus, il y a toutes les représentations autour des cultures, l'étranger. Voilà, il y a la France et puis il y a les autres, quoi, finalement, qui forment un tout homogène. Sans aucune spécificité et le regard que vous portiez sur votre vie dans un quartier populaire, hein, du coup, sûrement avec sa diversité. Vous avez souvenir. Il y a des choses qui vous ont marqué aussi dans cet environnement très spécifique qu'est un quartier populaire. Alors, j'ai quitté petite. Hein, j'avais 5 ans quand on a déménagé, donc j'ai très peu de souvenirs et je me sens pas du coup imprégnée de ça, mais c'est sûr que sans doute que ça a quand même marqué. Je me retrouve beaucoup plus dans les endroits où il y a une diversité de culture que l'inverse. Et du coup, effectivement, j'ai des photos d'écoles, de crèches où il y a une mixité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu ce que je recherche aussi dans le travail. Dans les centres sociaux où je bosse, je sais que la mixité sociale, c'est un peu un leurre, c'est un peu un mythe qu'on veut et qui en fait est hyper dur à faire. Mais je sais que c'est un peu des challenges que je me donne quand je suis dans mes missions en fait au boulot, parce que j'ai vu justement, en travaillant dans des gens qui venaient des mêmes quartiers, mais ceux qui étaient d'origine française et puis d'autres qui venaient d'arriver, et la guerre que les gens peuvent se faire entre eux. Sans doute en se trompant d'ennemis, en fait. Et du coup, c'est comment, en fait, on change les préjugés. Et c'est qu'en passant du temps ensemble que, finalement, j'ai vu les choses se défaire. Voilà, quand on se raconte, en fait. Oui. Alors, on va y revenir tout à l'heure, la façon dont vous vous racontez aussi, probablement à travers ce recueil de paroles d'exil. On va en faire la présentation. Je voulais revenir auprès de Célia Abaté. On a bien senti déjà, alors vos influences culturelles sont assez dessinées, hein, le Cameroun, effectivement, les musiques, la variété française, vos expériences scolaires, etc. Mais vous l'avez tout de suite introduit, finalement, aussi la mobilisation collective, quelque part, avec
des copains, des copines en fin de compte. Et là, je voudrais vous amener, vous me voyez venir, aussi à ce mouvement Black Lives Matter. Alors déjà au niveau international, quel est votre regard ? C'est un mouvement qui existe, je crois, depuis 8 ou 9 ans aux États-Unis. Les faits, effectivement, qui touchent aux populations noires américaines, des faits de police souvent, de racisme violent, on va dire. Et puis ce transport avec nous, malheureusement, des affaires qu'on a connues aussi. Alors d'ailleurs, je tiens à le rappeler tout de suite, il y a eu malheureusement Adama Traoré et bien d'autres, mais avant, dans les années 70, et là je regarde Amal, je te donnerai pas la parole d'ailleurs Amal, mais de se dire que nous, gamins, on était mobilisés parce que là, c'était des crimes racistes à l'encontre notamment des populations maghrébines, et où il y a eu notamment 6 ou 7 faits très très marquants dans les années 70 en France par rapport à ça. Donc j'allais dire, on a un peu chacun notre histoire par rapport à ces réalités sociales et d'origine. Alors, revenons à votre expérience de Black Lives Matter. Comment on arrive à faire ce fameux pont entre quelque chose qui est très américain finalement, et puis malheureusement des drames qui sont similaires quelque part, ou qui ont des similitudes en tout cas avec la France et Nantes aussi. Alors, quand j'ai été introduite au racisme, c'était très très jeune. J'ai une anecdote qui, je pense, c'est celle que je raconte le plus parce que c'est là où ça m'a marquée. Je venais d'arriver en France. C'était seulement quelques mois après que je suis arrivée en France, donc j'avais encore un très fort accent camerounais. Et je prenais le bus avec ma mère. Et du coup, je parlais avec ma mère et il y a une dame qui nous a entendus. Et elle a été ulcérée, littéralement, par le simple fait d'entendre mon accent, en fait, parce que je parlais français, comme vous et moi. Et rien que le fait d'entendre un accent différent et de savoir que je venais d'ailleurs, c'était insupportable pour elle. Elle a commencé à nous dire de rentrer dans notre pays, qu'on ne voulait pas de nous en France. Et je ne m'étais jamais posé la question, en fait, de est-ce que j'étais comme tout le monde ? Parce que c'est vrai qu'au Cameroun, on ne se pose pas la question. Enfin, voilà, j'étais noire. Même si c'est vrai que être plus clair, parce qu'il y a aussi du colorisme au Cameroun, ça implique aussi d'autres choses. En France, je m'étais pas dit que le fait que je sois entourée de personnes qui n'avaient pas la même couleur de peau, ça allait me poser un problème. Et j'avais 7 ans, quoi. Et du coup, je me suis construite comme ça, mais un peu seule parce que j'étais en centre-ville plutôt. Et du coup, il n'y avait pas de mixité sociale autour de moi. J'étais la seule personne issue de la diversité. Et c'est à travers les réseaux sociaux que j'ai été introduite à ces questions-là et où je me suis rendu compte que tout ce que j'avais l'impression d'observer, c'était pas de la paranoïa et qu'il y avait des théories autour de ça, qu'il y avait des personnes qui parlaient de ça et qui avaient les mêmes vécus, mais c'était seulement aux États-Unis en fait, parce que c'est là où c'était le plus médiatisé. Par rapport à la discrimination. Par rapport à la discrimination raciale. En France, dans les années 90, la discrimination. C'est ça. Mot qui n'existait pas avant. On parlait de racisme. Et la première fois que j'ai vu une personne noire mourir sous les coups de la police, j'avais 13 ou 14 ans, donc très violent. Et j'étais atterrée et en fait, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Parce que je me sentais impuissante. Vous pouvez préciser, vous l'avez vécu en direct ? Je ne l'ai pas vécu en direct. C'était sur les réseaux sociaux. Il y avait une vidéo qui avait été très virale et qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le monde militant. J'étais encore au collège. Et c'est comme ça que j'ai été introduite parce que du coup, j'ai essayé de me renseigner sur ce qui s'était passé, sur le fin mot de l'histoire. Et je suis tombée sur des comptes qui parlaient justement de racisme structurel et tout aux États-Unis. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en me documentant encore à travers les réseaux sociaux, que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des choses qui étaient faites en France, mais qui avaient moins de visibilité. Alors après, il y a eu l'affaire Adama Traoré, avec Assa Traoré, qui est une femme très forte, vu tout ce qu'on essaie de lui mettre sur le dos. Et ça a été une véritable inspiration, en fait, parce que pour moi, elle incarne la résilience. Et en fait, elle portait la voix de toutes ces personnes qui vivent en fait dans les quartiers populaires, qui vivent en fait la violence frontale raciste de la part, pas seulement de la police, mais aussi des institutions. Parce que ces personnes-là,
je l'ai vécu encore une fois avec ma mère parce que je suis je suis en fait immigrée, je suis immigrée. Et quand par exemple on doit faire la queue pour obtenir des papiers à la préfecture, c'est très très difficile. On est tout de suite confronté au mépris. On parle français, mais on nous parle comme ça parce que voilà, on est d'ailleurs, donc on est forcément stupide. Enfin bref. Et du coup, ces personnes-là qui sont constamment frappées par le racisme le plus violent, et elles ont trouvé une représentation, une figure. Et puis après, j'ai été introduite à Rokhaya Diallo. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez son livre juste là derrière. Ouais, parce qu'on avait invité Rokhaya Diallo il y a quelques années à Tissé Métis. Ouais. Et c'est toutes ces femmes en fait qui sont super inspirantes. Et en fait, à travers leur travail, à travers le travail d'autres militants aussi que j'ai rencontrés à travers les réseaux sociaux, à travers la lecture d'articles, je me suis rendu compte que ce qui se passait aux États-Unis, l'énergie que ça créait et l'indignation que ça créait en France, on pouvait s'en servir. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans un autre pays, on va avoir plus de recul. Parce qu'on va pouvoir tout envisager en fait. Alors que quand ça se passe à côté de chez nous, au final, ça fait partie du quotidien, donc on le regarde plus tellement. Et c'est super dommage parce qu'on ne devrait pas en fait banaliser le racisme, parce que c'est toujours très violent. Et même si on se dit, on a l'habitude, ça ne devrait pas être une habitude. Donc en fait, on a appelé le mouvement Black Lives Matter Nantes pour qu'il soit directement identifiable, qu'on sache de quoi on parle. Et ensuite, on a essayé de faire un travail pour montrer que ce qui se passe aux États-Unis, ça peut aussi avoir une pertinence en France, parce que même rien qu'à Nantes, on a un mémorial de l'esclavage. L'histoire des États-Unis, ça découle justement de l'esclavage et du mépris des corps noirs, en fait, qui n'a jamais été vraiment déconstruit. Et pareil en France, on a un mémorial de l'esclavage, mais là à Nantes, et qui parle pas du code noir, qui fait pas mention du code noir, qui n'accuse personne. Il y a juste des noms de bateaux, qui est quand même caché. Et en fait, on se dit qu'il y aura un truc à faire, en fait, il y a un truc à exploiter, et qu'on pourrait faire une mémoire plus importante et plus éduquée autour de ça. Nantes a vraiment essayé de mettre de l'énergie justement dans ce mémorial et de déclencher quelque chose. Et on se dit qu'il faudrait peut-être redynamiser ça. Vous avez eu l'occasion d'avoir été en contact avec Monsieur Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, ancien maire de Nantes, qui est le président, du collectif sur l'esclavage, la mémoire de l'esclavage à Nantes. Malheureusement non, mais je pense que ce serait super intéressant. Un moment avec vous pour discuter de tout ça. Ouais. Je trouve que ce serait vraiment intéressant parce que justement ce qu'on voulait apporter, c'est faire de Nantes un exemple en fait. Parce qu'il y a d'autres villes françaises qui ont une histoire justement avec l'esclavage et la traite négrière. Et du coup, transporter en fait l'énergie de ce mémorial autre part, que cette mémoire de l'esclavage qui a été reconnue comme un crime contre l'humanité puisse être traitée en fait, et du coup ça ferait de la reconnaissance de nos vécus personnels, parce que c'est vrai que c'est assez difficile par exemple quand j'allais en cours d'histoire, on m'apprenait des choses sur l'Afrique que moi j'avais pas du tout perçues. On m'apprenait une histoire de mon pays et de mon continent qui ressemblait pas du tout à ce que moi je vivais. On me disait que c'était un pays pauvre. Entre-temps, ils ont appelé ça les pays en voie de développement, mais avant c'était les pays pauvres. Et je me reconnaissais pas du tout dedans. Et du coup, je me dis qu'en fait, il faudrait mieux éduquer. Comme tu le disais tout à l'heure, Mélanie, en fait, ça passe par le mélange des cultures. Et il faut très tôt, en fait, sensibiliser les enfants aux autres cultures. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important au niveau des programmes éducatifs, voilà. Alors on reviendra vers vous, mais surtout le 1er avril, vous allez pouvoir développer ça, parce qu'il y aura carrément une conférence où vous allez être un petit peu au centre des débats avec nos camarades de la Maison de l'Afrique. Je le rappelle pour les auditeurs, au 1er avril, rendez-vous autour de 19h-20h pour voir la conférence, qui ne sera pas en streaming d'ailleurs, enfin qui ne sera pas en direct, qui sera enregistrée et diffusée dans la foulée. Donc
le mouvement Black Lives Matter à Nantes, ça te met un petit peu l'eau à la bouche, c'est un peu l'idée. Et donc, on n'en dira pas plus aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, Célia. On va donner rendez-vous aux auditeurs pour le 1er avril. Et puis, parce qu'on doit conclure dans une petite dizaine de minutes. Et je voudrais que, du coup, je reviens vers Mélanie par rapport au travail de recueil de paroles. Comment est venue cette idée-là ? On va voir, on en a vu quelques extraits tout à l'heure, le travail d'écriture et de dessin. Célia, je pense, va remettre ça en tapisserie. Donc, comment c'est venu cette nécessité d'aller chercher la parole de l'exil, la parole, voilà, de faire remonter cette histoire, notamment spécifiquement tamoule. Ça va peut-être un petit peu au-delà aussi. Alors en fait, je pense que c'est plusieurs constats qui se sont accumulés à partir de l'adolescence, parce que je pense que c'est, comme tu le disais, un âge où on commence à se chercher beaucoup et qu'on interroge qui on est et puis surtout du coup d'où on vient et en fait, je me suis rendu compte de manière un peu violente que dès que je rencontrais des immigrés, j'avais comme un sentiment de pitié qui m'envahissait, une espèce de mélancolie que j'arrivais pas du tout à contrôler, une empathie vraiment débordante, quoi. Et quelque chose qui... Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était en fait le regard que j'avais sur mon père, que cette empathie-là, j'avais du mal à me détacher de... Même s'il racontait rien, je le regardais avec une tristesse infinie et... Parce que voilà, j'imaginais et je projetais ce que ça devait être d'avoir quitté précipitamment un pays, d'avoir fui dans des conditions assez insécurisantes. Et en fait, de ça, je me suis dit, mais en fait, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Moi, là, je projette toute la tristesse qu'il a pu avoir, mais je connais pas son histoire. Et surtout, je sais pas ce que je peux en faire, moi, en fait. Et du coup, de ça, donc, j'ai d'abord eu envie au départ, c'était simplement de lui poser les questions que j'avais jamais osé lui poser. Et puis, en fait, parce que c'est toujours plus facile de discuter peut-être avec les autres qu'avec les gens les plus proches, finalement, je me suis dit peut-être que c'est l'envie d'aller discuter avec des immigrés sri-lankais comme lui, que eux aussi me racontent ce que ça avait été l'exil, et que je fasse aussi tomber les préjugés que j'avais de peut-être que cette tristesse infinie, elle est là, mais peut-être qu'aussi, et c'est ce que ça a révélé d'ailleurs, ils l'ont aussi pris comme des opportunités. Et en fait, certains m'ont raconté qu'ils étaient devenus... ils s'étaient sentis plus libres, par exemple en tant que femme, de faire les choix qu'ils n'auraient pas fait au Sri Lanka. Voilà. Donc ça m'a permis de faire tomber ces préjugés-là. Donc j'ai rencontré les parents et puis j'ai souhaité rencontrer leurs enfants dans lesquels je pouvais beaucoup plus m'identifier et savoir comment eux avaient eu envie de savoir et de connaître l'histoire de leurs parents. Et votre territoire d'investigation, alors vous les avez rencontrés dans quel coin ? Parce que c'est vrai qu'à Nantes, la question de l'immigration sri-lankaise, elle n'est pas, elle est pas majeure. Donc il y a des familles à Nantes qui sont, justement, on parlait d'invisibilité tout à l'heure, d'invisibilisation, soulignait Célia. Est-ce qu'à Nantes, il y a cette réalité-là ? Et donc quel territoire vous avez investigué pour aller chercher comme ça ces paroles d'exilés ? Alors, j'ai d'abord investi donc Quimper, là, c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi. Donc c'était plutôt ce réseau-là, donc cette communauté de Sri Lankais-là. Et puis après, moi, j'ai vécu 10 ans à Grenoble. Et donc à Grenoble, j'ai cherché à me rapprocher de la communauté. Il y avait une association de Sri Lankais tamoul. Et je me suis rapprochée de cette communauté d'abord en essayant de faire des cours en fait, de langue tamoul. Ce qui n'a pas été très concluant. mais du coup, j'ai au moins pu en fait, intégrer cette communauté-là et puis du coup, leur présenter mon projet et leur poser des questions, quoi. Mais effectivement, depuis que je suis sur Nantes, je n'ai pas forcément cherché à savoir si des groupes existaient. Alors, la traduction de ce recueil de paroles d'exilés, avant puisqu'on arrive au bout déjà de notre émission, ça passe très vite, mais on va se revoir toutes et tous.
Là, on le voit défiler, Célia, qui est service civique volontaire chez nous et qui s'occupe des réseaux sociaux pendant cette journée de Mes Cultures en streaming, montre les dessins et les écritures. Vous en êtes où du coup? Alors l'idée, c'est une publication, quelle forme ça va prendre? Est-ce que nos auditeurs et nos auditrices vont pouvoir, dans quelques semaines ou quelques mois, feuilleter un ouvrage, voir une expo? On espère. Du coup, j'ai une forme qui est aboutie d'un livre, donc qui mêle du coup les témoignages, mon cheminement personnel aussi au fil de ces rencontres, et puis un peu des encarts sur le contexte sri-lankais avec les dessins du coup. Donc l'idée, ce serait vraiment d'aboutir à ce livre en trouvant un éditeur ou en passant par de l'auto-édition. Et pourquoi pas, c'est ce que j'aimerais aussi pouvoir du coup en faire peut-être une forme plus exposition qui puisse aussi servir de base à une réflexion avec des familles par exemple sur qu'est-ce qu'on dit de l'exil à nos enfants, et qu'on puisse en discuter avec des parents et des enfants en fait. Donc c'est... Alors une forme qu'on a un petit peu évoquée, un projet peut-être Tissé Métis 2021-2022 pour vous accompagner, alors non pas sur la publication a priori, parce que mais sur l'exposition, de transporter aussi ces recueils de paroles dans nos réseaux Tissé Métis, via les centres socioculturels où on agit régulièrement, etc. Bien sûr, le soir du festival. Donc ça, c'est un projet qu'on a évoqué, nous, pour 2021, voire pour 2022, en fonction évidemment des conditions sanitaires et ce que ces conditions-là nous autoriseront ou pas à faire dans les prochains mois. Alors moi, je voudrais prendre la parole, Cyril, si tu me le permets, puisqu'on arrive vers la fin. Et il y a deux choses qui me sont venues à l'idée en vous écoutant. La première, c'est pour toi, Célia. J'aimerais te poser une question. C'est... Effectivement, certains auditeurs qui nous écoutent vont effectivement être complètement à l'écoute de ce que tu dis et comprendre ce que tu dis. Puis peut-être qu'il y en aura d'autres qui ne le seront pas. Et là, je pense, ces derniers temps, on entend beaucoup de choses sur la culture victimaire. Voilà. Et j'aimerais que tu puisses... puisque toi, tu es dans une culture militante, et comment tu perçois cette manière de dire qu'aujourd'hui, nous serions en train de développer une culture victimaire? Alors, c'est une question qui est super intéressante et qui est très bouillante. Désolée, je l'ai posée à la fin. Alors, c'est intéressant parce que le mot victimaire vient de la racine victime. Et avant être victime, c'était quelque chose qui était, qui inspirait la compassion en fait, et l'empathie, qui sont des qualités humaines de base quand même, voilà, et qui nous différencient des animaux, quoique encore il y en a qui ont plus d'empathie que certaines personnes. Enfin bref. Et en fait, je trouve ça dommage que le fait qu'on demande une reconnaissance de nos vécus et de nos identités à chacun et chacune, ça inspire autant de haine. Parce que, en fait, tout ce qu'on demande au final, c'est d'avoir les mêmes droits que les autres. Et le fait qu'on demande d'avoir la même chose que quelqu'un, on ne demande pas plus, on demande juste la même chose. Ou même, c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui demandent juste même mieux, peut-être pas autant, mais juste mieux. Et ça ulcère certaines personnes. Et je trouve ça dommage. Mais d'un autre côté, je trouve ça aussi, je vais pas dire normal, mais cohérent, dans la mesure où, dans l'histoire, de toute façon, ça a toujours été le cas. Dès qu'il y a une révolution, dès qu'il y a des personnes qui ont des revendications et qui demandent une avancée, il y a forcément de la résistance en fait de l'autre côté. Donc dans un certain sens, ça veut dire qu'on avance dans le bon sens. Ça veut dire qu'on touche là où ça fait mal et que en fait il faut qu'on continue à creuser. Ce n'est pas se dire victime ou essayer d'accuser ou d'entacher
les valeurs de la France que de demander à la France de reconnaître ses torts et d'essayer de les réparer, parce qu'en fait, on parle de réparation, en réparant nos identités. D'ailleurs, ça, c'est un travail plutôt que nous, en tant que communauté, on va faire au sein de nous, mais par exemple, dans l'histoire, dans les cours d'histoire ou dans les monuments, par exemple, parler du mémorial de l'esclavage, ce genre de choses, ça, c'est un travail que les localités, les départements, tout ça peuvent faire. Demander ce genre de réparation et la reconnaissance de nos vécus, de nos identités, de nos histoires, c'est pas essayer d'entacher la France, au contraire. Moi, j'ai toujours dit, penser qu'il peut y avoir un changement, avoir de l'espoir envers quelqu'un, c'est justement faire preuve de... Comment dire ? Pas d'admiration, mais ça veut dire avoir confiance en quelqu'un. C'est aimer que de penser que la personne peut évoluer et changer dans une meilleure perspective. Si on n'aimait pas la France, on dirait juste c'est bon, on s'en va et puis voilà, et puis basta. Si on veut rester, c'est quand même qu'il y a quelque chose de bien à exploiter, et puis il y a beaucoup de personnes qui on leur renvoie par exemple, comme tu disais, on les renvoie par exemple au Sri Lanka. Mais si je suis jamais allée au Sri Lanka, je vais aller faire quoi au Sri Lanka ? Je connais pas la culture, je connais pas la langue. Est-ce que je suis plus sri lankais que français ? Ou alors est-ce que je suis plus camerounaise que française, plus nigériane ? Voilà, si on s'est construit en France, et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui se sont construites en France parce que la France les a fait venir. En plus, c'est aussi une question qui est assez difficile. Il faut peut-être que la France les accepte dans leur entièreté, et qu'elle accepte que la France évolue, et peut-être redéfinir ce que c'est que d'être français, redéfinir ce que c'est que la République, redéfinir ce que ça veut dire la culture française, en fait, en reconnaissant que la France a évolué, qu'il y a des identités particulières qui peuvent faire partie en fait de cette France. Et voilà. C'est ce que je pense. Alors, un vaste programme. Vaste programme. Là, on a une mise en perspective. Vous avez 19 ans, donc rendez-vous dans 30 ans et même bien au-delà. Il y a en tout cas beaucoup de rendez-vous que vous proposez. Le premier, je l'ai déjà dit, ce sera le 1er avril prochain avec Tissé Métis et nos partenaires de la Maison de l'Afrique. Donc on vous retrouvera, Célia Abaté, dans tous ces raisonnements. En tout cas, je voulais vous remercier toutes pour votre présence. Je suis astronomie. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de Lamartine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on ? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau. Trop de mecs nous bassinent, c'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le basique. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas, mes rimes abîment toujours les mêmes, drôles de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine. Musulman et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine ? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine ? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce dans ça qui discrimine ? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République ?